Mes doigts tremblaient lorsque je rectifiais ma cravate pour la dernière fois. Cette cravate appartenait à mon grand-père, et maintenant elle devait faire partie du jour le plus important de ma vie. Du moins, c'est CE que je pensais il y a encore quelques minutes. La lumière du soleil traversait les vitraux de la sacristie de la basilique Santa Croce, teintant mon costume blanc immaculé de chaudes nuances dorées. Florence n'avait jamais semblé plus belle qu'en ce matin où j'étais censé épouser Isabella Romano. Je fermais les yeux et tentais de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Pendant 32 ans, j'avais vécu en suivant les attentes des autres, d'abord celles de mes parents, puis celles de la société, et enfin celles de l'Église. L'architecture était devenue ma vocation car c'était une tradition familiale. Isabella était devenue ma fiancée, car c'était le choix approprié pour un homme de ma condition. Tout s'alignait parfaitement comme l'un de mes projets de restauration, chaque détail à sa place, chaque élément soigneusement pensé et conforme à la tradition. Mais alors, pourquoi ressentais-je un tel vide à l'intérieur de moi? J'entendais les invités prendre place dans la nef principale. 300 personnes étaient venues assister à l'union des familles Benedetti et Romano, l'élite de Florence, des partenaires d'affaires, des cousins éloignés, des amis d'enfance. Tous attendaient un spectacle qui serait l'événement de l'année. Mes mains se crispèrent involontairement en poings, et je remarquai que l'anneau de fiançailles s'enfonçait dans mon doigt. Étrangement, il m'avait toujours semblé trop étroit. La porte de la sacristie grinça doucement, et je me retournai m'attendant à voir le prêtre ou un membre de la famille. Mais le couloir était vide. CE devait être le vent. Je décidai de réciter une courte prière avant la cérémonie, une habitude que j'avais conservée depuis l'enfance malgré les doutes sur ma foi qui me hantaient ces dernières années. À genoux devant un petit crucifix, je murmurais des mots que je connaissais par cœur, mais soudain, j'entendis une voix familière venant de la pièce voisine. Marco, mon meilleur ami, mon témoin, l'homme qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il parlait à quelqu'un, et dans sa voix perçait une douleur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Saint François, je ne sais pas quoi faire », chuchotait-il, et je compris qu'il était seul, s'adressant à une statue du saint dans un coin de la pièce voisine. Je lui ai menti. J'ai menti à la personne qui m'est la plus chère. J'ai soutenu CE mariage. J'ai dit qu'Isabella était parfaite pour lui, qu'ils seraient heureux ensemble. Et pourtant, je sais que c'est un mensonge. Mon souffle se coupa. Je me collai contre le mur, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je l'aime plus que ma propre vie, poursuivit Marco, sa voix tremblant sous le poids des émotions contenues. J'aime Lorenzo depuis 8 ans, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés à l'université, quand il me montrait son projet de restauration de la chapelle, et que ses yeux brillaient d'une telle passion pour la beauté, que j'ai su que j'étais perdu. Mais que pouvais-je faire? Il est hétérosexuel, il vient d'une bonne famille, il a des projets, des traditions, des attentes. Mes jambes flageolaient, je m'appuyais contre le mur de pierre froid, sentant mon monde s'effondrer et en même temps, prendre un sens. Chaque jour à ses côtés est une douce torture, murmura Marco. Voir son sourire, entendre son rire, travailler ensemble sur des projets de restauration, connaître chaque grain de beauté sur ses mains, chaque habitude, et savoir que je ne pourrai jamais lui dire la vérité, que je ne pourrai jamais le toucher comme j'en ai envie, qu'aujourd'hui, je vais rester à SES côté et regarder tandis qu'il offrira son cœur à une femme qui ne l'aimera jamais aussi fort que moi. Des larmes me brûlèrent les yeux, toutes ces années, tous ces moments étranges entre nous, que j'avais attribués à une amitié masculine. SES regard, qui s'attardait trop longtemps sur moi. La manière dont il touchait mon épaule quand nous travaillions sur des plans, sa jalousie envers ma relation avec Isabella, qu'il expliquait par son souci de mon bonheur. Je sais qu'il n'est pas heureux, continua Marco. Je le vois dans ses yeux quand il pense que personne ne le regarde. Il joue le rôle du fiancé parfait, mais quelque chose en lui s'éteint, et je ne peux pas l'aider, car mon amour est un problème supplémentaire qu'il ne devrait pas avoir apporté. Marco se tut, et je n'entendis plus que le son de sa respiration saccadée. Puis il reprit, et dans sa voix perçait un tel désespoir que mon cœur se brisa. Je vais rester à ses côtés à l'hôtel et sourire. Je vais porter un toast au banquet de mariage. Je serai le parrain de ses enfants. Je vivrai à ses côtés toute ma vie, l'aimant en silence, parce que son bonheur compte plus que mes désirs, même si bonheur est illusoire. La porte grinça, et des pas s'éloignèrent dans le couloir. Marco était parti, me laissant seul face à une vérité qui changeait tout. Je restais là, appuyé contre le mur, sentant quelque chose s'éveiller en moi, quelque chose que j'avais réprimé et ignoré pendant des années. Mes sentiments pour Marco, que j'avais toujours expliqués par une admiration pour son talent, sa passion pour l'art, sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que de vieilles pierres, son rire qui faisait battre mon cœur plus vite. Contact,
après lesquels ma peau conservait encore longtemps sa chaleur, et ces yeux, dans lesquels j'avais toujours vu quelque chose de spécial, quelque chose qui m'était destiné. Mon Dieu, je l'aimais aussi. Cette pensée me frappa comme un éclair. J'aimais Marco Santini depuis des années, mais j'avais été trop lâche pour l'admettre, même à moi-même, trop enchaîné par les conventions, les traditions, les attentes de ma famille et de la société. J'avais choisi la voie sûre, celle approuvée par tous, prête à sacrifier mon bonheur pour la tranquillité des autres. Mais maintenant que je connaissais la vérité, pouvais-je continuer à jouer ces jeux? Les sons de l'orgue résonnèrent depuis la salle principale. La cérémonie devait commencer dans 15 minutes. Isabella était déjà dans sa salle de préparation, enfilant une robe qui coûtait la moitié de mon revenu annuel. 300 invités prenaient place. Le prêtre préparait ses dernières instructions. Et moi je me tenais dans la sacristie, tenant entre mes mains les débris de la vie que je m'étais construite, sans savoir si j'aurais le courage de faire que je projetais. Car j'avais un plan fou, incroyable, qui soit nous libérerait tous les deux, soit nous détruirait à jamais. Le temps passait, et je sentais ma détermination grandir dans ma poitrine. Aujourd'hui, beaucoup seraient choqués, mais pour la première fois de ma vie, je serais honnête avec moi-même et avec la personne que j'aimais. Les sons de l'orgue s'intensifiaient, et je savais que le temps était presque écoulé. Mes mains tremblaient encore lorsque je rectifiais mon col et me regardais dans le vieux miroir de la sacristie. L'homme qui me rendait mon regard semblait être un étranger. Dans ses yeux brûlait un feu que je n'avais pas vu depuis des années, ou peut-être jamais. La porte s'ouvrit, et le père Antonio, notre prêtre de famille, entra. Son visage ridé s'illumina d'un sourire chaleureux lorsqu'il me vit. « Lorenzo, mon garçon, es-tu prêt pour le pas le plus important de ta vie ?» demanda-t-il en ajustant ses vêtements liturgiques. Je le regardai et ressentis l'ironie amère de ce mot. « Père Antonio, et si un homme avait suivi le mauvais chemin toute sa vie, et s'il ne s'en rendait compte que maintenant, quand il semble trop tard ?» Le vieux prêtre étudia mon visage avec attention. « Mon fils, le Seigneur nous envoie des signes quand nous sommes prêts à les voir. Parfois, les révélations les plus importantes arrivent aux moments les plus inattendus. » Ces mots sonnèrent comme une bénédiction pour CE que je m'apprêtais à faire. Je hochai la tête, et nous nous dirigeâmes vers la porte menant à la nef principale de la basilique. Lorsque les portes s'ouvrirent, je fus frappé par la magnificence de l'instant. La lumière du soleil, filtrée par les vitraux gothiques, créait une mosaïque d'ombres colorées sur le sol de marbre. 300 pères Dieu se tournèrent vers moi, et je vis des visages familiers, ma mère avec un sourire fier, mon père avec une expression solennelle, de nombreux parents et amis de la famille, des partenaires d'affaires. Mais mon regard trouva immédiatement Marco. Il se tenait près de l'autel dans son costume loué, qui lui allait maladroitement, mais même cela ne pouvait masquer sa beauté naturelle. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés, bien que je savais qu'il serait de nouveau en désordre dans une heure. Il avait l'habitude de passer la main dans ses cheveux lorsqu'il était nerveux. Ses yeux vert-bleu rencontrèrent les miens, et pendant une seconde, je vis en eux toute la douleur dont il avait parlé à la statue de Saint François. Marco tenta de sourire, jouant le rôle du témoin heureux, mais je voyais la tension dans ses épaules, dans la manière dont il serrait les mains dans son dos. Il m'aimait, et je lui causais de la souffrance à chaque pas que je faisais vers l'autel. Alors que j'avançais lentement dans l'allée centrale au son de la musique solennelle, des souvenirs de notre amitié me revenaient, prenant désormais une toute autre signification. Ce jour, 2 ans auparavant, où nous travaillions sur un projet de restauration de fresques dans l'église Santo Spirito, Marco se tenait sur les échafaudages, nettoyant délicatement le visage d'un ange de la poussière, des siècles, et moi j'observais le travail de ses mains fortes, mais incroyablement délicates. Le soleil filtrant par la fenêtre éclairait son profil, et je me surpris à penser qu'il ressemblait lui-même à l'un de ces anges de la Renaissance qu'il restaurait. À ce moment-là, il s'était retourné et avait croisé mon regard. « Quoi ?» avait-il demandé en riant. « J'ai quelque chose sur le visage ?»« Non » avais-je répondu, ressentant une étrange chaleur dans ma poitrine. « Je pense juste que tu es fait pour ce travail. » Il était descendu des échafaudages et s'était approché de moi, si près que je sentais l'odeur du marbre et de la peinture à l'huile qui l'entourait toujours. « Tu sais, Lorenzo, parfois je pense qu'on se complète. Toi, tu vois la beauté dans l'architecture, dans les grandes formes, dans la manière dont l'espace influence les gens. Moi, je vois la beauté dans les détails, dans la texture, dans la façon dont la lumière joue sur une surface. » Il avait tendu la main et touché mon poignet, montrant une tache de peinture que j'avais accidentellement touchée. Son contact était léger, mais il avait brûlé ma peau. « Ensemble, on fait quelque chose de spécial », avait-il ajouté doucement. À l'époque, je n'avais pas compris toute la profondeur de ses paroles.
Maintenant, elle résonnait comme une déclaration d'amour que j'avais été trop aveugle pour voir. Arrivé à l'hôtel, je pris ma place à côté de Marco. Il me chuchota. « Ça va? Tu as l'air pâle. » Je regardais dans ses yeux et y vis tant de sollicitude, tant de tendresse que mon cœur se serra. « Ça va aller ?» répondis-je, et ce mot avait un sens bien plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. La musique de l'orgue changea, signalant l'arrivée de la mariée. Tous les invités se levèrent, et j'entendis un soupir collectif d'admiration lorsque les portes à l'extrémité de la nef s'ouvrirent, révélant Isabella. Elle était d'une beauté irréprochable. Sa robe en soie italienne flottait autour d'elle comme une perle liquide. Son voile en dentelle ancienne de la famille Romano créait un halo d'innocence, et les diamants dans ses cheveux scintillaient sous les rayons du soleil. Elle souriait de ce sourire parfait qu'elle avait répété des mois durant devant un miroir, et elle avançait vers l'autel avec une grâce digne d'une reine. Mais en la regardant, je ne ressentais rien d'autre qu'un profond regret. Le regret de ne pas pouvoir lui offrir l'amour qu'elle méritait. Le regret de l'avoir entraînée dans ces mensonges qu'était ma vie. Isabella atteignit l'autel, et son père me transmit solennellement sa main. Ses doigts étaient un froid dans les miens, et je remarquai un léger tremblement dans ses mains. Elle aussi était nerveuse, mais pour des raisons bien différentes. Pour elle, c'était le plus beau jour de sa vie, le moment dont elle avait rêvé depuis l'enfance. Le père Antonio commença la cérémonie, sa voix résonnant sous les voûtes de la basilique. Les mots sur l'amour, la fidélité, la famille, sonnaient comme une moquerie face à ces qui se passaient dans mon cœur. Je répondais mécaniquement quand c'était nécessaire, mais mes pensées étaient ailleurs. Je pensais à Marco, qui se tenait à côté de moi, à la façon dont sa respiration s'était légèrement accélérée lorsque le père Antonio avait parlé des liens sacrés du mariage, à la manière dont ses mains s'étaient crispées en poing lorsque le prêtre avait demandé s'il y avait quelqu'un qui s'opposait à cette union. Une pause s'installa, le moment traditionnel où quiconque peut exprimer ses objections au mariage. Habituellement, c'était une simple formalité, personne n'utilisait jamais cette opportunité dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, n'était pas un jour ordinaire. Je sentais 300 paires d'yeux posés sur nous attendant la suite de la cérémonie. Isabella serra ma main plus fort, ses yeux brillants de bonheur. Marco restait immobile comme une statue, mais je voyais la tension dans les muscles de son cou. Et alors, je pris la décision qui changea tout. Au lieu d'attendre la fin de la pause, je me tournai lentement, pas vers les invités, pas vers le prêtre, mais vers Marco. 300 personnes retinrent leur souffle. Isabella me regarda avec perplexité. Le père Antonio fronça les sourcils. « Il y a quelqu'un ?» dis-je doucement, mais dans le silence de la basilique, ma voix résonna comme un coup de tonnerre. Un murmure s'éleva parmi les invités. Isabella pâlit. Marco me regardait avec une expression d'horreur absolue. « Il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage », répétai-je plus fort, plongeant mes yeux dans ceux de Marco. « Et c'est quelqu'un, c'est moi. » Le silence dans la basilique était assourdissant. 300 personnes étaient figées par le choc, incapables de croire qu'elles venaient d'entendre. Isabella me regardait, les yeux écarquillés, son visage aussi blanc que sa robe de mariée. Marco restait immobile, comme s'il s'était transformé en l'une des statues de marbre qu'il restaurait si habilement. « Lorenzo, qu'est-ce que tu dis ?» murmura Isabella, sa voix tremblante d'incompréhension et de peur. Je me tournai vers elle, et mon cœur se serra de douleur. Elle ne méritait pas cela. C'était une femme merveilleuse, qui m'aimait sincèrement et qui rêvait d'un avenir commun. Mais je ne pouvais plus mentir, ni à elle, ni à moi-même, ni à tous ces gens. « Isabella, dis-je doucement, prenant ses mains dans les miennes, tu es une femme extraordinaire. Tu mérites un amour véritable, un amour qui consume tout. Mais je ne peux pas t'offrir ce que tu mérites, car mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. » Les murmures dans la salle s'amplifièrent. J'entendais les voix indignées de mes parents, les sanglots des proches d'Isabella, les exclamations choquées des invités. Mais à cet instant, une seule personne comptait pour moi. Je me tournai à nouveau vers Marco. Son visage était un masque d'horreur et de désespoir, comme s'il pressentait la catastrophe qui allait s'abattre sur nous deux. « Marco, dis-je, et ma voix sonna ferme et assurée pour la première fois de la journée. Je sais ce que tu ressens pour moi. J'ai entendu ta confession à Saint-François matin. » Il se figea, comme si je l'avais frappé. Toute couleur quitta son visage, et je le vis vaciller légèrement. « Et je dois te dire la vérité, continuai-je, m'approchant de lui, ignorant le brouhaha croissant autour de nous. La vérité que j'ai cachée à moi-même pendant 8 ans. La même vérité que tu m'as cachée tout ce temps. » Marco secoua la tête, comme pour me supplier d'arrêter. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant, alors que j'avais enfin trouvé le courage d'être honnête. « Je t'aime, Marco Santini, déclarai-je à haute voix, et mes mots résonnèrent contre les murs de marbre de la basilique. Je t'aime plus que ma propre vie, plus que les traditions, plus que l'approbation de la société. Je t'ai aimé toute
ces années, mais j'étais trop lâche pour l'admettre. Les 300 personnes dans la salle se figèrent dans un silence absolu. Même les murmures cessèrent. L'instant était si choquant que personne ne savait comment réagir. Marco me regardait avec une expression mêlant incrédulité, peur et espoir. Une petite lueur d'espoir dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite. « Lorenzo, non, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondis-je, faisant un pas de plus vers lui. « Je nous libère tous les deux de ces mensonges. » La salle s'agita. Ma mère se leva, son visage déformé par le choc et la colère. Le père d'Isabella semblait prêt à m'étrangler de ses propres mains. Isabella, elle, se tenait à l'autel, des larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « C'est de la folie !» cria ma mère. « Lorenzo, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu déshonorer notre famille ainsi ?»« Maman, dis-je, sans détourner mon regard de Marco, pour la première fois de ma vie, je ne déshonore pas notre famille. Pour la première fois, je dis la vérité. » Le père Antonio semblait complètement désemparé. En toutes ces années de service, il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Il ouvrait et fermait la bouche, ne sachant quoi dire. Mais seul comptait pour moi Marco. Je voyais les émotions se battre dans ses yeux, la peur, l'amour, le désespoir, l'espoir, tout se mêlait en un cocktail incroyable de sentiments. « Tu te souviens ?» lui dis-je doucement, m'approchant encore, de ce jour où nous restaurions la fresque à l'église Santo Spirito. Tu avais dit qu'on se complétait, qu'ensemble, on créait quelque chose de spécial. Marco hocha la tête, incapable de parler. Tu avais raison, continuai-je. On crée quelque chose de spécial. On l'a toujours fait. Pas seulement dans le travail, mais dans la vie. Je l'ai senti, mais j'avais trop peur pour l'admettre. Je tendis la main et touchai doucement sa joue. Sa peau était chaude sous mes doigts, et je sentis qu'il s'appuyait légèrement contre ma paume. « Toutes ces années, » murmurai-je, quand tu me regardais avec cette tendresse particulière que je ne voyais que dans tes yeux, quand tu me touchais et que je ressentais de l'électricité, quand on travaillait tard le soir sur des projets et que le monde entier disparaissait, ne laissant que nous deux. Je savais, au fond de moi, j'ai toujours su. « Lorenzo, » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Et si on perd tout, ta famille, mon travail, nos amis, notre place dans la société? Qu'est-ce que la place dans la société face à un amour véritable ?» répondis-je. « Qu'est-ce que l'approbation de gens qui ne savent pas qui nous sommes vraiment? Marco, nous sommes jeunes, nous avons du talent, de la passion pour notre métier, et maintenant nous avons la vérité. N'est-ce pas assez pour commencer une nouvelle vie ?» La salle plongea dans le chaos, les gens se levaient, parlaient tous en même temps, certains se dirigeaient vers la sortie. Isabella sanglotait dans les bras de ces demoiselles d'honneur. Mes parents semblaient voir leur monde s'écrouler. Mais au centre de tous ces tumultes, nous étions là, tous les deux, moi et Marco, nous regardant dans les yeux et, pour la première fois en 8 ans, nous voyant vraiment. « J'ai rêvé de cet instant si longtemps », avoua-t-il doucement. « Mais je n'ai jamais cru qu'il arriverait vraiment. » « Eh bien, il est arrivé, dis-je. Et je ne veux pas perdre une seconde de plus à vivre dans le mensonge. » Je le regardais, ses cheveux châtains en désordre, ses incroyables yeux vert bleu, ses mains fortes qui créaient de la beauté à partir de la pierre, ses lèvres que je rêvais d'embrasser depuis des années. « Marco Santini, » dis-je solennellement, « veux-tu commencer une nouvelle vie avec moi ?» Il me regarda longuement et je vis qu'il prenait la décision la plus importante de sa vie. Enfin, un sourire lent apparut sur son visage. Ce sourire qui faisait toujours manquer un battement à mon cœur. « Oui, » murmura-t-il. « Oui, je veux. » Et à cet instant, malgré le chaos autour de nous, malgré les cris d'indignation et les larmes, malgré le fait que nous venions de faire exploser notre ancienne vie, je me sentis libre pour la première fois en 32 ans. Mais je savais que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Les familles, la société, l'Église, tous seraient contre nous. Une lutte nous attendait pour le droit d'être nous-mêmes, pour le droit d'aimer celui que nous avions choisi avec notre cœur, et non avec notre raison. Pourtant, en regardant dans les yeux de Marco, je savais que j'étais prêt pour cette lutte, car pour la première fois de ma vie, je me battais pour quelque chose de vrai. Les jours suivants furent une véritable épreuve de tout ce en quoi nous croyions, à propos de nous-mêmes et l'un de l'autre. Le scandale à la basilique Santa Croce se répandit à Florence plus vite qu'un feu de forêt. Dès le soir même, nos photos étaient en première page de tous les journaux locaux, et dès le lendemain matin, l'histoire atteignait les éditions nationales. L'architecte abandonne sa fiancée à l'hôtel pour son meilleur ami. Tels étaient les gros titres. Certains journaux étaient plus cruels. La honte des vieilles familles florentines. Ou, le scandale du siècle ébranle la communauté catholique. Je me tenais dans mon appartement qui semblait désormais le seul refuge dans un monde devenu hostile en une nuit.
Marco était là. Il n'était pas parti depuis que nous avions quitté la basilique ensemble sous une pluie de malédictions et de cris d'indignation. Sa présence était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans le désespoir total. « Ils ont raison, tu sais, » dit-il doucement, feuilletant un autre journal avec nos photos. « Nous avons vraiment détruit la vie de beaucoup de gens. » Je le regardais et vis la douleur dans ses yeux. En 3 jours, il avait vieilli de plusieurs années. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil, et la tension dans ses épaules révélait le poids qu'il portait dans son âme. « Isabella ne parle à personne, » continua-t-il. « Sa famille l'a enfermée chez elle. On dit qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Une vague de culpabilité me submergea. Je savais que mon acte avait blessé une personne innocente, et c'était la partie la plus lourde de toute cette histoire. « Et ta famille ?» demanda Marco. Je laissai échapper un rire amer. « Ma mère dit qu'elle n'a plus de fils. Mon père m'a interdit de remettre les pieds au bureau de l'entreprise. Ils pensent que c'est une folie passagère, que je vais revenir à la raison et demander pardon à tout le monde. » Le téléphone sonna pour la 5e fois en 1 heure. Je ne regardais même pas l'écran. Je savais que CE serait soit un journaliste, soit un proche, voulant exprimer son opinion sur notre honte. Marco, dis-je en me tournant vers lui. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'aurais dû attendre, trouver un moyen plus délicat de régler tout ça. Peut-être que j'ai détruit trop de vies pour mon désir égoïste d'être heureux. Il se leva du canapé, s'approcha de moi, s'agenouilla près de mon fauteuil et prit mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes et fortes, celles d'un homme qui crée de la beauté avec ses mains. « Lorenzo, écoute-moi attentivement, » dit-il sérieusement. « Oui, nous avons fait souffrir des gens. Oui, nous avons brisé des plans et des attentes. Mais nous avons aussi choisi la vérité. Et cette vérité, c'est que nous nous aimons. C'est la chose la plus précieuse que nous ayons. » Il serra mes mains plus fort, ses yeux plongés dans les miens. « Tu as fait preuve d'un courage que je n'ai jamais eu. Tu as tout risqué pour être honnête, pour être toi-même. Et même si le monde entier est contre nous maintenant, nous avons l'un l'autre. Et ça, Lorenzo, ça vaut tout. » Je regardais ses yeux, où se mêlaient la douleur et la détermination, et je compris qu'il avait raison. Nous avions fait un choix douloureux, un choix qui avait blessé des gens, mais un choix qui nous avait libérés. « On va surmonter ça, » murmurai-je. « Ensemble. » Il sourit, ce sourire qui m'avait toujours fait chavirer. « Ensemble, » répéta-t-il. Et tandis que le monde dehors continuait de hurler, de juger et de condamner, dans cet appartement pour la première fois depuis longtemps, je me sentis chez moi, pas à cause des murs ou du lieu, mais à cause de l'homme qui se tenait à mes côtés, prêt à affronter l'avenir avec moi, quoi qu'il arrive. Mais nous n'avons pas détruit des vies. Une vie, CE n'est pas un seul événement, même aussi important. Isabella est jeune et belle. Elle trouvera quelqu'un qui l'aimera véritablement. Tes parents finiront par pardonner, parce qu'ils t'aiment. Et nous nous donnons enfin une chance d'accéder au vrai bonheur. Il se leva et s'assit sur la coudoir de mon fauteuil, m'enlaçant par les épaules. Je m'appuyai contre sa poitrine et sentis la tension me quitter peu à peu. « Mais le travail ?» murmurai-je. « Notre réputation dans le milieu professionnel ? Qui nous confiera des projets après un tel scandale ?» Marco réfléchit un instant. « Tu sais, matin, j'ai reçu un appel de Giovanni Martelli de Venise. Tu te souviens de lui ? Collectionneur d'art pour qui nous avons restauré la chapelle l'année dernière. » Je hochai la tête. Giovanni était un homme excentrique mais influent dans le monde de l'art. Il a dit qu'il admirait notre courage, que des gens capables d'une telle honnêteté envers eux-mêmes méritent la confiance sur le plan professionnel. Il nous a proposé un projet de restauration d'un palazzo à Venise, 2 ans de travail assuré. Je relevai la tête et le regardai avec surprise. Sérieusement ? Plus que sérieux. Et CE n'est pas le seul appel. Un architecte de Milan a demandé si nous serions intéressés par une collaboration. Une galerie d'art à Rome veut discuter de la restauration de fresques du XIVe siècle. Marco sourit, et dans son sourire, il y avait quelque chose de nouveau, une assurance que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'avère, poursuivit-il, que beaucoup de gens en ont assez de l'hypocrisie et du mensonge. Notre histoire leur a montré qu'on peut être honnête, même si ça coûte cher, et ils veulent travailler avec des gens qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. À cet instant, on frappa à la porte. Nous échangeâmes un regard, nous n'attendions aucune visite. Je m'approchai prudemment de la porte et jetai un œil par le Judas. Un homme âgé en costume coûteux se tenait sur le seuil, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. « Signor Benedetti ?» demanda-t-il lorsque j'entr'ouvris la porte. « Je m'appelle Alberto Rossi. Je représente le Fonds international pour la restauration des monuments historiques. » J'ouvris grand la porte, intrigué. Alberto Rossi était une légende dans notre domaine. Un homme dont les décisions influençaient le destin des projets culturels les plus importants à travers le monde. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser, vous et le signore Santini. » Nous l'invitâmes dans le salon. Alberto s'assit,
déclinant le café proposé et alla droit au but. « Messieurs, je suis votre travail depuis plusieurs années. Votre projet de restauration de l'église Santo Spirito était magnifique. La manière dont vous avez combiné les technologies modernes avec les méthodes traditionnelles a impressionné beaucoup de mes collègues. » Il marqua une pause, scrutant nos visages. Les événements à la basilique ont bien sûr fait beaucoup de bruit. Mais savez-vous qu'ils ont aussi attiré l'attention sur votre professionnalisme? Les gens ont commencé à parler non seulement du scandale, mais aussi de qui vous êtes en tant que spécialiste. Marco et moi échangeâmes un regard ne comprenant pas où il voulait en venir. Nous avons un projet, poursuivit Alberto, la restauration de la cathédrale de Tolède en Espagne, un travail complexe, qui exige non seulement des compétences techniques, mais aussi la capacité de travailler sous la pression de l'opinion publique. Nous avons besoin de personnes qui ne plieront pas face aux critiques et ne trahiront pas leurs principes pour plus de confort. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, offrant une vue sur Florence. Un contrat de 3 ans, une équipe internationale, l'opportunité de travailler avec les meilleurs spécialistes d'Europe et, CE qui n'est pas négligeable, une distance suffisante de la presse italienne pour que vous puissiez vous concentrer sur le travail et non sur les ragots. Je sentis mon cœur battre plus vite. C'était une opportunité non seulement de poursuivre notre carrière, mais aussi de commencer un nouveau chapitre de notre vie, loin des regards désapprobateurs. Il y a une condition, ajouta Alberto en se tournant vers nous. Vous devez travailler en équipe, pas seulement comme collègues, mais comme de véritables partenaires. Ce qui s'est passé à la basilique montre que vous êtes capables d'être honnêtes l'un envers l'autre. C'est une qualité rare dans notre monde. Marco prit ma main, et je sentis la chaleur de sa paume. Nous devons y réfléchir, dis-je. Bien sûr, acquiesça Alberto, mais pas trop longtemps. Le projet commence dans 1 mois. Après son départ, nous restâmes longtemps assis en silence, réfléchissant à la proposition. L'Espagne, un nouveau départ, une chance de construire une vie ensemble, loin du passé. C'est un signe, dit Marco doucement, une opportunité que le destin nous offre. Mais je savais que de nouveaux défis nous attendaient. Même en quittant l'Italie, les problèmes ne disparaîtraient pas comme par magie. Nous devrions apprendre à vivre en tant que couple dans un monde qui n'était pas toujours prêt à accepter un amour comme le nôtre. La semaine précédant notre départ pour l'Espagne fut la plus difficile de ma vie. Ce qui avait commencé comme un nouvel espoir se transforma soudain en un cauchemar qui menaçait de détruire tout CE pourquoi nous nous étions battus. Tout commença par un appel téléphonique mercredi matin. Marco était parti à son atelier récupérer des outils pour le travail à Tolède, et j'étais resté à la maison pour ranger des documents. Le numéro à l'écran m'était inconnu, mais la voix, je la reconnus immédiatement. « Lorenzo, c'est Isabella. » Mon cœur s'arrêta. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage et c'était la première fois qu'elle me contactait. « Isabella, » murmurai-je. « Comment vas-tu ? Je suis tellement désolé pour tout. Rencontre-moi, » coupa-t-elle. « Aujourd'hui, au café près du Ponte Vecchio. J'ai besoin de te parler. » Il y avait une étrange détermination dans sa voix, qui m'inquiéta plus que la colère ou les larmes. 1 heure plus tard, j'étais assis dans un petit café jetant des regards nerveux vers l'entrée. Quand Isabella apparut, je la reconnus à peine. La femme belle et soignée que je connaissais s'était transformée en une ombre pâle d'elle-même. Elle avait maigri, des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient simplement rassemblés en une queue de « Cheval, tu as une mine affreuse », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Toi aussi », répondis-je honnêtement. Elle eut un rire amer. « Au moins, tu es honnête. C'est une nouvelle qualité chez toi. » Le serveur s'approcha pour prendre la commande, mais Isabella le repoussa d'un geste. « Je ne resterai pas longtemps, » dit-elle, posant sur moi un regard perçant. « Je suis venu te dire que je vais me marier. » Je faillis m'étouffer. « Quoi ? Avec Antonio Vivaldi. Tu te souviens de lui ? Le fils du banquier de Milan. Il m'a demandé en mariage il y a 2 ans, mais j'avais refusé pour toi. Sa voix était froide comme le marbre. Il veut toujours m'épouser. Le mariage aura lieu dans 1 mois. » Isabella, mais si vite. « Es-tu sûr que c'est le bon choix ?» rit-elle, mais son rire sonnait douloureux. Était-ce le bon choix de passer 3 ans avec un homme qui ne m'aimait pas, qui pensait à quelqu'un d'autre chaque fois qu'il m'embrassait? Ces mots me frappèrent, comme une gifle. Je savais qu'elle avait raison, mais l'entendre était insupportablement douloureux. « Mais ce n'est pas tout ce pourquoi je suis venue, » poursuivit-elle, et des notes d'acier apparurent dans sa voix. « Ma famille est furieuse. Papa a perdu un contrat important à cause de notre scandale. Maman ne peut plus se montrer en société. Ils veulent se venger. » Un frisson me traversa. « Que veux-tu dire ? Ils ont des contacts dans l'église, dans le monde des affaires, dans la presse. Ils prévoient de faire en sorte que toi et Marco ne puissiez plus jamais travailler en Italie. Et pas seulement en Italie. » Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table entre nous.
Ce sont des copies de documents qu'ils préparent à envoyer aux autorités espagnoles. Des accusations de fraude, de violation d'obligations contractuelles, d'incompétence professionnelle. Tout est faux, bien sûr, mais CE sont des mensonges très convaincants, avec de faux témoignages et des signatures falsifiées. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Les documents semblaient officiels et professionnels. S'ils étaient envoyés à Tolède, « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je. Isabella me regarda longuement, et pour la première fois de la conversation, une lueur d'humanité apparut dans ses yeux. Parce que malgré tout, je ne veux pas que tu souffres plus que tu ne souffres déjà. Et parce que, elle marqua une pause, cherchant ses mots. Parce qu'au fond, j'ai toujours su, une femme sent quand un homme pense à quelqu'un d'autre. Des larmes me brûlèrent les yeux. Isabella, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je pensais que je pourrais, que j'apprendrais à t'aimer comme tu le mérites. Mais tu n'as pas pu, dit-elle simplement. Et tu sais quoi? Je suis contente que tu te sois arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Mieux vaut un cœur brisé maintenant qu'une vie détruite pendant des années. Elle se leva, prête à partir. Tu as 3 jours, ajouta-t-elle. Ensuite, les documents partiront pour l'Espagne. Quand Isabella partit, je restai assis dans le café pendant une demi-heure, essayant de comprendre ce qui se passait. Tous nos projets, tout notre espoir pour un nouveau départ risquait de s'effondrer à cause de la vengeance de la famille Romano. Je rentrai chez moi et trouvai Marco dans la cuisine préparant le dîner. Il chantonnait gaiement, un sourire heureux sur le visage, celui que j'aimais tant voir. L'idée de devoir briser son humeur me semblait insupportable. « Ça va ?» demanda-t-il en m'embrassant sur la joue. « Tu as l'air pâle. » Je lui montrai les documents, incapable de trouver les mots. Je regardais la joie s'effacer de son visage, remplacée par l'horreur et le désespoir. « C'est fini », murmura-t-il en s'effondrant sur une chaise. « Si ces accusations parviennent à Alberto, il retirera immédiatement l'offre d'emploi, terminai-je. Et ensuite, l'information se répandra dans tout le réseau professionnel. » Nous restâmes silencieux quelques minutes, chacun plongé dans ses pensées. « Peut-être que j'aurais dû m'abstenir, dis-je enfin. Peut-être que j'aurais dû épouser Isabella, et toi trouver quelqu'un d'autre. Personne n'aurait souffert. » Marco releva la tête brusquement. « Tu es sérieux? Après tous ces qu'on a traversés, tu regrettes d'avoir dit la vérité? »« Je regrette d'avoir détruit tant de vies, » explosai-je. « Isabella va épouser un homme qu'elle n'aime pas juste pour sauver sa réputation. Nos familles sont déshonorées. Et maintenant, nous risquons de perdre tous ces que nous avons accomplis professionnellement. » Marco se leva, s'approcha de moi et prit mon visage entre ses mains. « Lorenzo, regarde-moi, » dit-il fermement. « Qu'est-ce que tu vois? »« Je vois un homme qui souffre à cause de mon égoïsme, » répondis-je amèrement. « Non, » dit-il en secouant la tête. « Tu vois un homme qui, pour la première fois de sa vie, est heureux. Qui peut enfin être lui-même? Qui ne se cache plus de ses propres sentiments? » Il m'embrassa tendrement et je sentis une partie de la tension me quitter. « Oui, nous avons une dure bataille à mener, » poursuivit-il. « Oui, nous pourrions perdre le travail à Tolède. Mais tu sais quoi? Nous trouverons un autre travail, un autre pays, d'autres opportunités. L'important, c'est qu'on sera ensemble et honnête avec nous-mêmes. » À cet instant, mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu, international. « Allô ?» répondis-je prudemment. « Signor Benedetti, Carlos Mendes, de Barcelone. J'ai entendu parler de votre travail par Alberto Rossi et de la situation à Florence. » Mon cœur sombra. Les nouvelles avaient déjà atteint l'Espagne. « Je vous appelle parce que j'ai besoin de personnes de votre calibre pour un projet de restauration de la Sagrada Familia. Des gens qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant et de défendre leurs principes. » Je pouvais à peine croire que j'entendais. « Vous nous proposez un travail? » « Plus qu'un travail. Je vous propose un foyer. Un endroit où vous pouvez être vous-même sans vous soucier des préjugés des autres. » Quand je raccrochais, Marco me regardait avec espoir. « Barcelone, » dis-je simplement. « La Sagrada Familia. » Pour la première fois de cette journée cauchemardesque, nous sourîmes tous les deux. Mettez un like à cette vidéo si vous croyez que l'amour triomphe de tous les obstacles, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette incroyable histoire d'amour et de courage. 6 mois plus tard, je me tenais sur le toit de notre appartement à Barcelone, observant le coucher de soleil sur la Méditerranée. La ville s'étendait sous mes yeux dans les rayons dorés du soleil couchant, et au loin se dressaient les célèbres tours de la Sagrada Familia, notre nouveau lieu de travail et le symbole de notre nouveau départ. Marco monta sur le toit avec 2 verres de vin, son visage illuminé par ces doux sourires qui faisaient toujours battre mon cœur plus vite. Ces derniers mois, il avait changé. Il était devenu plus confiant, plus calme, comme si le poids des sentiments cachés s'était enfin envolé de ses épaules. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en me tendant un verre et en m'enlaçant par la taille. « À quel point notre vie a changé en si peu de temps » répondis-je en m'appuyant contre son épaule. « Tu te souviens de ces jours à la basilique »
On aurait dit que le monde s'effondrait. Et maintenant, nous construisons un nouveau monde, dit-il en désignant la cathédrale au loin. Littéralement. Chaque jour, nous ajoutons quelque chose à ce chef-d'œuvre architectural. Travailler dans l'équipe de Carlos Mendes était tout ce dont nous pouvions rêver, et même plus. Le projet de restauration et d'achèvement de la Sagrada Familia était grandiose, exigeant non seulement des compétences techniques, mais aussi une vision artistique. Nous collaborions avec les meilleurs spécialistes du monde entier, et pour la première fois, nos talents complémentaires, ma pensée, architecturale et le sens artistique de Marco se fondaient en un tout, créant quelque chose de véritablement spécial. Carlos disait aujourd'hui que notre travail sur la chapelle de la Nativité a dépassé toutes les attentes, dit Marco. Il veut nous confier la prochaine étape, la restauration de la façade de la gloire. Je souris, repensant à l'enthousiasme de notre chef. Carlos s'était révélé non seulement un professionnel exceptionnel, mais aussi un homme qui nous avait acceptés tels que nous étions, sans question ni jugement. À Barcelone, nous avions rencontré toute une communauté de personnes qui valorisaient le talent et l'honnêteté plus que la conformité aux attentes sociales. « Et la lettre de ta mère ?» demanda Marco prudemment. Je soupirai. La lettre était arrivée une semaine plus tôt, la première depuis notre arrivée à Barcelone. Ma mère écrivait de manière sèche et formelle, mais entre les lignes, on devinait une envie de renouer. Elle nous invite pour Noël, dis-je. Elle dit que papa est prêt à discuter, qu'il essaie de comprendre. Et qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Une partie de moi veut retourner là-bas, leur prouver que nous n'avons pas changé en tant que personne, que nous sommes toujours le fils et son meilleur ami qu'ils ont toujours connu. Mais une autre partie a peur de détruire ceux que nous avons construits ici. Marco se tourna vers moi, ses yeux sérieux et pleins de compréhension. Lorenzo, nous ne pouvons pas fuir le passé toute notre vie. Tôt ou tard, il faudra l'affronter. Mais maintenant, nous sommes plus forts. Nous avons une vie dont nous sommes fiers, un travail qui nous inspire et un amour qui a surmonté toutes les épreuves. Il prit ma main et entrelaça nos doigts. À son annulaire brillait un simple anneau d'argent identique à celui que je portais. Nous les avions échangés un mois plus tôt dans une petite église à la périphérie de Barcelone, en présence d'un prêtre qui avait béni notre union et de Carlos et son partenaire Miguel comme témoins. C'était une cérémonie discrète et modeste, mais elle signifiait pour nous plus que n'importe quel mariage fastueux. « Tu sais ce qu'Isabella m'a dit la dernière fois qu'on s'est vus ?» dis-je soudain. « Quoi ? Qu'elle était contente que je me sois arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Qu'un cœur brisé maintenant valait mieux qu'une vie détruite pendant des années. » Je pris une gorgée de vin repensant à ces paroles. J'ai reçu une carte d'elle la semaine dernière. Elle commence doucement à trouver un terrain d'entente avec Antonio. Elle dit qu'elle commence à comprendre la différence entre un amour calculé et une véritable affection. Qu'elle m'est reconnaissante pour la leçon d'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle. « Tu vois ?» dit Marco doucement. « Tout s'arrange. Pas tout de suite, pas sans douleur, mais ça s'arrange. Les gens sont plus forts qu'on ne le pense. » À cet instant, mon téléphone sonna. Je regardai l'écran et vis un numéro italien inconnu. « Allô? Lorenzo? C'est le père Antonio. » La voix du vieux prêtre était chaleureuse et familière. Mon cœur se serra de surprise. « Père Antonio, comment avez-vous eu mon numéro? »« Ta mère me l'a donné, » répondit-il avec un léger rire. « Lorenzo, je t'appelle parce que je veux te dire quelque chose d'important. Quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire ce jour-là, à la basilique. » Je serrai la main de Marco plus fort, me préparant à un nouveau jugement. « Je suis fier de toi, mon fils, » dit le prêtre, et ce mot me frappèrent comme un éclair. Fier de ton courage de dire la vérité, fier que tu aies choisi l'honnêteté, même quand c'était difficile. Des larmes me montèrent aux yeux. Père, mais l'Église, les enseignements. L'Église nous enseigne à aimer, Lorenzo. Avant tout, à aimer. Et un amour véritable ne peut être un péché, quelle que soit la forme qu'il prend. J'ai étudié cette question pendant des mois après ce mariage. J'ai lu, réfléchi, prié. Et j'en suis venu à la conclusion que le Seigneur nous a créés tels que nous sommes, avec toutes nos différences, pour nous apprendre l'acceptation et la compassion. Sa voix tremblait d'émotion. J'ai vu comment tu regardais Marco toutes ces années, et j'ai vu comment il te regardait. Une telle tendresse, une telle attention l'un pour l'autre, n'est-ce pas une bénédiction? N'est-ce pas ce que nous appelons l'amour divin? Après la conversation, je restai longtemps silencieux, tenant le téléphone dans mes mains. Marco m'enlaçait, sans dire un mot, me laissant le temps d'assimiler ce que j'avais entendu. « On ira chez nous pour Noël, » dis-je enfin. « Tu es sûr? » « Oui, il est temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps de leur montrer que nous n'avons pas changé en tant que personne. Nous sommes simplement devenus honnêtes avec nous-mêmes. » Une semaine plus tard, nous étions à la gare de Florence, tenant nos sacs et nos billets pour le retour à Barcelone. La rencontre avec nos familles s'était mieux passée que nous ne l'espérions. Ce fut difficile,
Il y eut beaucoup de larmes et d'explications, mais aussi de la compréhension, de l'acceptation et surtout de l'amour. Ma mère pleura en enlaçant Marco, s'excusant pour tous ces mois de silence. Mon père lui serra la main et dit qu'il l'avait toujours considéré comme un membre de la famille, et que cela ne changerait pas. Les parents de Marco furent plus réservés, mais même eux reconnurent que leur fils semblait plus heureux que jamais. Le train pour Barcelone partait dans 1 heure. Nous décidâmes de nous promener une dernière fois dans la ville, visitant les lieux qui signifiaient tant pour nous. La basilique Santa Croce semblait paisible sous les rayons du soleil d'hiver. Nous entrâmes et nous assîmes au dernier rang, là où tout avait commencé. « Regrettes-tu » demanda Marco doucement. « Quoi ? Ce jour-là, ce choix. » Je regardais l'hôtel où 6 mois plus tôt j'avais failli commettre la plus grande erreur de ma vie. Puis je regardais l'homme à mes côtés, ses mains fortes qui créaient de la beauté, ses yeux qui me regardaient avec tant d'amour, son visage qui était devenu le plus précieux au monde. « Non, dis-je fermement, je ne regrette rien. Pour la première fois de ma vie, je ne regrette aucune de mes décisions. » Nous sortîmes de la basilique main dans la main, sous les regards surpris, mais désormais non plus des approbateurs, des passants. Florence avait changé. Ou peut-être était-ce nous qui avions changé. À la gare, en attendant le train, Marco se tourna soudain vers moi. « Lorenzo, je veux te dire quelque chose d'important. »« Quoi ? Merci. Pourquoi ? Pour avoir été assez courageux pour nous deux. Pour avoir fait ces premiers pas que je n'aurais jamais osé faire. Pour nous avoir libérés tous les deux. » Il m'embrassa longuement et tendrement sans se soucier des gens autour. Et pour la première fois, ces baisers n'avaient pas besoin d'être cachés. Le train arriva, et nous partîmes pour chez nous, à Barcelone, vers notre nouvelle vie, nos rêves et nos projets, vers la Sagrada Familia que nous aidions à construire, créant quelque chose de beau et d'éternel, tout comme nous avions créé notre amour. En regardant par la fenêtre les paysages italiens qui s'éloignaient, je compris que notre histoire ne faisait que commencer. Des années de travail, de créativité, de voyages, de nouveaux défis et de nouvelles victoires nous attendaient. Mais surtout, une vie vécue honnêtement dans l'amour et sans regret nous attendait. Parfois, la plus grande revanche contre un monde qui essaie de nous forcer à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, c'est simplement d'être heureux, et nous l'étions. Si cette histoire a touché votre cœur, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouvelles histoires romantiques. Dans les commentaires, laissez une note de 0 à 10. Votre avis est très important pour nous. Et n'oubliez pas de partager ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire d'amour, de courage et de force d'être soi-même.